Merci Cyril Le Picard, merci Jean-Louis Bal pour ces propos introductifs. Colloque très dense également, comme vous le savez, puisque nous verrons s'y dérouler 4 tables rondes successives, donc ce qui vous permettra de voir un très grand nombre de témoins dans cette même journée. Et pour commencer, si cela a été encore nécessaire, nous allons essayer de rappeler la place et le rôle dans la vie quotidienne, compris de nos bioénergies. Alors, quelques rappels à ce propos. Les bioénergies sont aujourd'hui, évidemment, comme vous le savez, des premières sources d'énergie renouvelable en France. Au-delà de leurs atouts environnementaux, cela a été rappelé dans les propos introductifs, nous ne parlons pas de l'impact économique, et notamment au niveau des territoires, puisque dans les territoires ruraux en particulier, chacun d'entre eux utilise désormais des bioénergies d'une manière ou d'une autre pour notre vie quotidienne. On parle de, sauf erreur, un emploi cumulé de l'ordre de 80 000 personnes aujourd'hui concernées par ces bioénergies en France, avec tout le potentiel qui vient d'être rappelé. Alors pour introduire cette question qui fera l'objet d'une table ronde qui suivra immédiatement, je vais vous proposer d'entendre M. Loïc Buffard, qui est sous-directeur de l'efficacité énergétique et de la qualité de l'air à la Direction générale énergie-climat au ministère, pour introduire cette question de la place et du rôle de ces bioénergies dans notre quotidien. Monsieur le député, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et tous. Donc c'est un plaisir pour moi effectivement de faire cette introduction. En premier lieu, je tiens à présenter les excuses de Pascal Dupuis, qui aurait très volontiers fait cette intervention et qui malheureusement a été retenu par des obligations professionnelles auxquelles il ne pouvait pas se soustraire. Ça nous arrive à tous. Je vais essayer de ne pas être trop redondant avec ce qui a été dit en introduction, parce qu'il y a beaucoup de points communs, donc on va dire que c'est plutôt bon signe, mais du coup, je vais essayer de compléter un petit peu le propos et puis de donner notre éclairage. Pour rappeler effectivement, ça je pense que c'est important, quand on parle effectivement de la place du rôle, c'est aussi la place et le rôle à l'avenir. Pour rappeler, ça a été dit, qu'on a une trajectoire ambitieuse du développement des énergies renouvelables, à la fois au niveau européen, ça a été rappelé, mais aussi au niveau national. Et par rapport à là où on en est aujourd'hui, par rapport à tous les chiffres qui ont été donnés, on peut retenir, en simplifiant et en arrondissant un petit peu les chiffres, qu'on a d'une certaine façon un facteur 2 à réaliser d'ici 2030 en part d'énergie renouvelable par rapport à là où on en est aujourd'hui. Donc facteur 2, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. À moitié plein, ça veut dire que c'est quand même à notre portée. Un facteur 2, ça reste, sur une échelle de temps d'une grosse dizaine d'années, ça reste quelque chose d'atteignable. Ensuite, c'est quand même très ambitieux, puisque évidemment, la situation d'aujourd'hui reflète une évolution qui ne remonte pas à ces quelques dernières années, mais qui est le fruit d'assez longtemps. Et donc, on voit que le rythme de développement annuel, et on y reviendra, doit augmenter très significativement. C'est donc ambitieux, mais aussi motivant. Ça nous donne un axe à tous pour travailler tous ensemble, puisqu'il faut s'appuyer, évidemment, ni vous ni moi n'avons l'ensemble des réponses, à mobiliser l'ensemble des acteurs de la filière, et au-delà de la filière d'ailleurs, puisque c'est bien les entreprises, les pouvoirs publics et les citoyens qu'il faut mobiliser pour le développement de ces bioénergies, avec peut-être, de notre point de vue, 4 enjeux. Je vais citer dans un ordre un peu arbitraire, je ne pense pas qu'il y ait de hiérarchie, puisque chacun doit être pris en compte. D'une part, un enjeu financier, puisque les énergies renouvelables étant soutenues par la puissance publique, il est important d'orienter le développement vers les filières les plus compétitives, ou qui disposent d'un potentiel de réduction des coûts qui les rendra compétitives dans un futur proche, mais aussi sans exclure les filières peut-être moins matures, mais qui sont susceptibles d'apporter une contribution et une diversification. C'est pour ça que, notamment dans la chaleur renouvelable, on essaye de trouver ce délicat équilibre. Donc, au sein de l'enjeu financier, on a en soi de multiples enjeux en essayant de concilier l'importance de l'efficience, du soutien public, la compétitivité, mais aussi réfléchir à l'avenir pour structurer des filières qui sont importantes dans le mix. Et par rapport à l'enjeu financier, vous savez bien sûr que nous sommes dans un contexte qui nécessite des efforts de tous les ministères.
néanmoins, dans ce contexte, nos moyens de soutien aux énergies renouvelables sont maintenus, voire augmentent. Donc le compte d'affectation spéciale transition énergétique voit ses moyens augmenter pour le soutien aux énergies renouvelables électriques et le biogaz. Le crédit d'impôt, j'y reviendrai, sera maintenu pour les moyens de chauffage ENR. On devrait, si tout va bien, pouvoir augmenter un peu la dotation du fonds chaleur de l'ADEME, et les appels à projets du PIA pour l'innovation sont poursuivis en tenant compte du retour d'expérience. Premier enjeu donc financier. Deuxième enjeu, l'enjeu économique. Ces trajectoires, ça a pour vocation de donner une visibilité aux acteurs économiques et de soutenir l'investissement et la croissance de ce secteur. Et ça a été souligné pour contribuer à la création d'emplois dans les filières de la transition économique et plus largement dans l'ensemble de l'économie. Et ces investissements, que ce soit de R&D, d'innovation et de déploiement sur le territoire national, doivent aussi servir de rampe de lancement pour le développement des entreprises à l'international. Troisième enjeu, l'enjeu environnemental, puisque les impacts des installations de production d'énergie renouvelable doivent évidemment être maîtrisés, notamment pour la combustion de la biomasse. Et quatrième enjeu, l'enjeu de faisabilité, on va dire ça comme ça. Il est important, de notre point de vue, que les projets soient aussi bien acceptés par les acteurs locaux, que ceux-ci s'approprient les projets et que du côté des procédures, on puisse les simplifier autant que faire se peut, ou à tout le moins leur donner le plus de lisibilité possible. Donc, 4 enjeux généraux, et je vais me permettre, je prierai les autres filières peut-être de pardonner mon tropisme, mais de faire un petit focus sur la chaleur renouvelable, puisque ce que dit pas le titre de ma direction, c'est qu'on s'occupe de chaleur renouvelable. Donc je ne peux pas faire cette infidélité à mon poste, au bureau qui est en charge de ces sujets, qui m'en voudrait de ne pas l'aborder. Pour rappeler, c'est une évidence, c'est peut-être pas particulièrement utile dans cette enceinte, mais c'est bien de garder les bons réflexes, que la chaleur représente quand même la moitié de la consommation d'énergie, et que le bois énergie est de très loin l'énergie renouvelable principale en France. Très loin devant l'hydroélectricité, qui ne fait pas forcément beaucoup parler d'elle non plus. Donc ça peut nous inciter à réfléchir sur ce sujet. Donc le bois énergie, et ça a été rappelé, ça restera de toute façon la première source d'énergie renouvelable encore pour très longtemps. Mais je ne suis pas sûr qu'elle soit dépassée un jour, mais ça, on verra bien. On a encore un petit peu de temps devant nous par rapport à ça. Donc la loi de transition énergétique a fixé un objectif de 38% donc de chaleur renouvelable à horizon 2030. Et pour ce qui concerne les réseaux de chaleur, multiplié par 5 la quantité de chaleur et de froid renouvelable de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid. Là, multiplication par 5, on voit que l'enjeu commence à être très significativement au-delà en tout cas, du rythme actuel, donc nécessite d'aller beaucoup plus vite. Le point positif, c'est que les solutions techniques sont éprouvées. Elles sont compétitive ou très proche de la compétitivité, avec cependant, c'était rappelé à de multiples reprises, et on en est bien conscient, un handicap actuel important lié au faible prix des énergies fossiles. Ce sont des solutions techniques qui sont produites localement, qui se substituent à des ressources importées, ça a été mentionné, avec une part prépondérante d'industriels et de prestataires français. Et leur déploiement contribue évidemment à l'atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et par ailleurs, il faut noter que ce sont des projets qui sont très souvent des projets intégrés au territoire, avec d'ailleurs fréquemment une maîtrise d'ouvrage des collectivités territoriales. Donc, de ce point de vue-là, elles ont des atouts indéniables, que ce soit sur à peu près, je dirais, tous les plans. Dans ce contexte, le fonds chaleur a été abondamment cité. Peut-être, je ne vais pas rappeler tous les chiffres, mais quand même, pour souligner, ça a été dit, que c'est un outil très performant. Quand on répartit sur 20 ans le soutien public sans prendre en compte les co-bénéfices par ailleurs, mais juste la subvention à l'investissement, c'est de l'ordre de 3 € par mégawattheure pour une chaufferie dans l'industrie, et environ 10 € par mégawattheure pour une chaufferie collective biomasse. Je vous laisse comparer avec peut-être d'autres secteurs. On voit tout de suite que c'est un soutien particulièrement efficient, sans compter l'impact, ça a été dit,
sur les réductions d'importation d'énergie fossile, puisque si on prend comme hypothèse un baril de pétrole à 40 euros, on a une réduction annuelle d'environ 600 millions d'euros en importation par an, qui va donc se prolonger sur toute la durée de vie des installations existantes, et sans compter les nouvelles qui vont s'implanter. Donc on voit là aussi que le soutien à ces énergies contribue à l'équilibre de la balance commerciale et à l'indépendance énergétique de la France. Alors, le bilan de l'année 2017 du Fonds Chaleur n'est pas encore connu, mais on peut quand même souligner un dynamisme du volume de projets, puisque, heureusement ou malheureusement, là aussi ça dépend comment on voit les choses, mais 70 millions d'euros d'aide ont dû être reportés sur 2017, faute de crédits suffisants en 2016. Et début février 2017, le portefeuille de projets s'élevait à 430 millions d'euros, à comparer à 260 millions d'euros à la même période en 2016. Donc on voit là aussi qu'il y a un dynamisme très fort qui doit nous inciter à l'optimisme et bien sûr réfléchir aux moyens pour accompagner ce développement. Alors de ce point de vue, peut-être pour souligner le fait que des évolutions ont d'ores et déjà été mises en œuvre dès 2015 pour optimiser l'attribution des aides et élargir le périmètre. On a donc maintenant la récupération de chaleur fatale, les installations de méthanisation avec injection de biogaz dans les réseaux ou la production de froid qui sont éligibles. La densification des réseaux de chaleur également éligible depuis 2016. Et pour tenir compte des prix du gaz et renforcer l'attractivité des projets, les aides du Fonds Chaleur en 2016 ont été revalorisées de l'ordre de plus 10% pour les petits et moyens projets et plus 20% en moyenne pour les gros projets. Ces évolutions sont nécessaires puisque, je le mentionnais tout à l'heure, par rapport aux objectifs, les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie impliquent qu'on doit financer à peu près 3 à 4 fois plus de TEP qu'actuellement. Alors, dans ce contexte, et ça a été dit, cette optimisation et mobilisation du Fonds Chaleur doit aussi s'accompagner d'une augmentation significative de la trajectoire de la contribution climat-énergie, avec donc une augmentation, ça a été rappelé, plus rapide que prévu dans le cadre du PLF 2018, ce qui est important pour donner de la visibilité aux acteurs et de renforcer l'attractivité des projets de chaleur renouvelable. Ça pourrait réduire d'un quart, voire d'un tiers, les besoins financiers, puisqu'on la calcule en fonction d'un différentiel avec une solution de référence gaz. Et au-delà de l'augmentation dans le cadre du PLF 2018, il est effectivement important que l'ensemble des décideurs, des acteurs s'approprient cette trajectoire qui va continuer, qui va se poursuivre. Et donc, dans une logique de moyen et long terme, il me semble que c'est un élément important à prendre en compte pour les décisions d'investissement. Sans être plus long, peut-être pour citer, si j'allais oublier, c'est important, donc le crédit d'impôt sera bien prorogé d'une année dans l'attente de la prime, ça a été évoqué par M. Ball en 2019, et évidemment, on est particulièrement vigilant à préserver les énergies renouvelables dans le cadre du crédit d'impôt, puisque c'est le principal outil pour soutenir le développement de ces énergies renouvelables dans les ménages. Et donc, leur place sera bien confortée dans le cadre du prolongement du crédit d'impôt. En complément, pour signaler également qu'on étudie l'attribution d'un éco-PTZ sans bouquet de travaux pour l'acquisition d'équipements de chaleur renouvelable. Et pour nous, c'est important pour pouvoir avoir des solutions de financement disponibles pour tous les ménages, puisqu'il y a l'inconvénient, c'est évidemment un coût à l'investissement plus important, qui est compensé par les économies d'énergie sur la durée de vie. Mais pour les ménages, il y a évidemment ce coût d'investissement à supporter. Donc, il faut leur proposer des solutions appropriées pour faire face à ces dépenses d'investissement. Quelques perspectives pour conclure. Vous savez qu'il y a donc en cours un rapport de la Cour des comptes sur la chaleur renouvelable. Donc j'imagine qu'il est très attendu par la filière et qui, à n'en pas douter, nous donnera des pistes intéressantes pour le soutien de ces filières. En ce qui concerne la directive sur les énergies renouvelables,
pour notre part, on se félicite quand même du fait que l'ambition est confortée au niveau de l'Union européenne. On soutient également les mesures pour développer la chaleur et le froid renouvelables. Je pense que c'est une avancée importante dans le cadre du projet de directive. Et s'agissant des critères de durabilité, pour faire écho aux propos de Jean-Louis Bal, de notre côté, on est aussi très favorable à cette extension, comme c'est déjà le cas pour les biocarburants, et aussi, en même temps, attentif aux conditions pratiques de mise en œuvre. Et de ce point de vue-là, on est plutôt rassuré dans le projet actuel, puisqu'il reste fondé sur une analyse pragmatique, avec une preuve de la durabilité de la biomasse forestière au niveau de l'État membre, et par ailleurs des critères de soumission pour des installations d'une certaine taille, qui sont des choses que la France a défendues dans le cadre des négociations. La stratégie nationale de mobilisation de la biomasse a été mentionnée, elle est en cours de signature et vise à organiser le développement harmonieux des emplois et des ressources, et donc à faire des recommandations à mettre en œuvre pour permettre cette mobilisation gagnant-gagnant pour tout le monde, que ce soit l'économie, l'environnement, la société et tous les acteurs. Donc il s'agit bien de continuer à développer ce recours aux bois-énergies et plus largement les bioénergies, tout en mettant en place aussi de nouvelles filières agricoles, que ce soit les résidus, la valorisation des résidus de culture ou poursuivre la dynamique de la méthanisation. Donc, pour revenir sur un point important qui a été souligné, effectivement, la conjoncture actuelle n'est pas toujours rose sur tous les points de vue. Les prix du fossile restent encore très bas. On a une demande qui absorbe peut-être pas toute l'offre et qui met en difficulté, qui peut mettre en difficulté un peu l'amont de la filière. Nous, on considère qu'il faut rester serein et optimiste. La demande continue de progresser. Le rythme des appels d'offres et dispositifs de soutien reste élevé. On a une ambition forte. Donc on a un mauvais moment à passer. Mais on est tous, et c'est l'enjeu, je crois, de ce colloque, mobilisés pour relever ces défis. Et encore une fois, on est quand même bien armés, on ne part pas de rien. Donc ça doit nous inciter à l'optimisme. Donc toutes ces évolutions, donc, préparées en concertation avec les professionnels, c'est important, doivent nous contribuer à atteindre les objectifs ambitieux qui sont fixés, dans une approche intégrée, que ce soit la filière, les différentes dimensions que je mentionnais plus tôt, les territoires également. Et donc de notre point de vue, ce colloque est particulièrement important pour confronter les visions des uns et des autres, mettre en commun toutes les énergies, je dirais, surtout les bioénergies, pour le développement de ces filières. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Buffard. Si vous voulez bien rester avec nous quelques minutes encore, le temps de peut-être répondre à quelques questions au cours de la table ronde, si vous le voulez bien. Table ronde pour laquelle je vais inviter les premiers participants de cette journée, à savoir Jean-Yves Collet, qui est président de l'Office national des forêts, l'ONF, François-Michel Lambert, député des Bouches-du-Rhône, Vincent Fristeau, qui est adjoint à l'urbanisme, au logement, à l'habitat et à la transition énergétique pour la ville de Grenoble, qui est par ailleurs conseiller métropolitain de l'agglomération de Grenoble, Jean-Guy Barter, qui est président du CITEPA, le Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique, Christian Depertuis, président du conseil scientifique de la chaire économique du climat, Thomas Dufesse, qui est responsable pôle énergie et réseau de chaleur d'Amorce, l'association des collectivités intervenant dans la gestion de déchets, les réseaux de chaleur, la gestion locale de l'énergie, et Pascal Roger, enfin, président de la FEDEN, la Fédération des services énergie-environnement. Merci à tous. C'est le moment aussi, et c'est l'occasion de ce colloque, ces retrouvailles, puisque certains d'entre vous se connaissent, se fréquentent au quotidien. Et ce quotidien, c'est justement le fil conducteur de cette table ronde. Comme vous l'avez compris, après l'introduction de M. Buffard, l'idée est de rappeler, comme je le disais tout à l'heure, si cela était encore nécessaire, le rôle et la place des bioénergies dans notre vie quotidienne. Alors, M. Buffard vient de le faire très bien en rappelant justement jusque dans quel secteur ou dans quelle partie de nos activités ces bioénergies
ont le mérite d'exister et méritent de se développer. Mais ce que je vais vous demander, évidemment, aux uns et aux autres, c'est une sorte justement d'état des lieux, une sorte de photographie de l'existant pour ce qui concerne le développement de ces filières. Alors, quels en sont les avantages pour les territoires, pour les citoyens? Vous venez d'entendre un certain nombre d'arguments, mais le mieux est de vous entendre à travers vos propres témoignages, vos propres illustrations. Je serais tenté de commencer par les élus, si vous le voulez bien. Monsieur Lambert, Monsieur Fristo, je vous laisse vous saisir d'un micro en face de vous. Pour nous faire part à la fois, comme je vous le disais, de cet état des lieux, la manière dont vous voyez se présenter les choses. Et puis, on a parlé tout à l'heure, le dernier colloque, ça a été rappelé par Monsieur Le Picard, daté de 2015. Beaucoup de choses ont évolué depuis. C'est l'occasion de faire une sorte de point d'étape ensemble. Bonjour. Tout d'abord, merci de l'invitation et surtout de garder cette dynamique pour permettre que les bioénergies, et notamment celles autour de la biomasse, soient mises en exergue. Je rappelle que je suis député réélu, donc dans la précédente mandature, j'ai commis un rapport avec Sophie Rofritsch en juin 2013 sur la mobilisation de la biomasse dans le cadre de la transition énergétique. Et à titre personnel, j'ai perçu que la biomasse était bien plus large, même si elle n'est pas négligée, vous l'avez rappelé, que la seule question du bois, et notamment la transition qui est en cours dans le gaz et à percevoir et à mettre en exergue. Je constate que ce que nous avons écrit en juin 2013, 4 ans plus tard, commence à percoler. Donc il faudra aussi se poser la question de les rapports, il y en a des dizaines, comment on passe en action. Je suis par ailleurs président de l'Institut national de l'économie circulaire et donc dans cette approche où notamment quelques-uns des sponsors de la journée sont membres de l'Institut, nous avons une approche systémique, c'est-à-dire que la question qui est devant nous, et c'est peut-être le débat que nous devons avoir, il y a les engagements, les évolutions réglementaires, les évolutions fiscales, les incitations par le fonds de chaleur, notamment, comme vous venez de le rappeler. Mais appelons un chat un chat. L'électricité, c'est 19 centres de production qui font 75% de la puissance électrique actuellement. 19 centres nucléaires. L'énergie et la bioénergie est totalement à l'opposé. C'est une énergie de territoire, totalement ancrée dans ce que est l'offre et les opportunités du territoire. Donc par rapport aux ressources, par rapport aussi à l'usage connexe qu'il peut y avoir de la mobilisation de l'énergie. Par exemple, lorsque l'on fait un biogaz par de la méthanisation, eh bien, il y a des sous-produits qui sont des opportunités. Ou inversement, il s'appuie sur des sous-produits qu'on appelle déchets, derrière une station d'épuration. Les sous-produits de la station d'épuration deviennent des opportunités. Deviennent des ressources elles-mêmes. Pour des ressources, pour la production de l'énergie. Donc, et c'est éminemment territorial. Donc, ça nécessite d'abord des volontés politiques locales fortes, des pensées systémiques, regarder et croiser les enjeux du territoire. Et comme c'est territorial, ça nécessite aussi des approches socio-culturelles importantes. Moi, je suis élu en Provence. Tout le monde comprendra que nous avons une culture qui est différente des Alsaciens, des Bretons ou de n'importe quelle région de France, et que la réponse de la population n'est pas la même dans ces territoires qui sont la chance de la France, dans ces territoires différenciés. Donc il y a une nécessité aussi, et c'est pour ça que je reviens sur l'élu, sur le territoire, à une vraie appropriation, et d'ailleurs on voit quasi systématiquement que les projets de territoire, les projets qui se développent, c'est parce que les élus, parce qu'ils se mobilisent et ont cette approche globale. Justement, donc voilà l'enjeu que nous devons avoir. Pour profiter justement de ce regard un petit peu global que vous avez sur l'ensemble
des territoires et sans chercher à opposer des régions ensemble, entre elles par exemple. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des régions ou des territoires où les choses avancent plus vite que d'autres? Est-ce qu'il y a des sensibilités différentes? Au-delà de sensibilités politiques particulières qui pourraient être à l'origine de certains mouvements, mais est-ce que vous avez l'impression qu'au niveau des populations, les sensibilités peuvent différer selon les territoires? Alors il y a un an, je vous aurais dit oui. Et ma très grande satisfaction, et notamment du fait que dans les Bouches-du-Rhône, j'étais hier avec GRDF dans une conférence à Marseille, j'y reviendrai, mais il y a un an, c'était impossible d'implanter quelques méta, que ce soit dans les Bouches-du-Rhône. Aujourd'hui, on commence à sentir qu'au contraire, chacun perçoit que c'est un message positif, montrant que le territoire va de l'avant, que de pouvoir présenter de la méthanisation. Donc que ce soit les Bouches-du-Rhône, que ce soit n'importe où, je crois qu'il y a eu un changement de perception citoyen. Alors ça, c'est les politiques nationales, mais aussi la compréhension des élus locaux que, certes, ils vont trouver des opposants, comme dans tout projet, ce sont ceux qu'on entendra le plus, mais que très probablement une majeure partie de la population sera fière de voir que le territoire évolue et prend en charge la question de l'énergie. Ça fait maintenant un moment où on dit que c'est un enjeu stratégique, que c'est un enjeu même de survie de l'espèce humaine, et donc le citoyen veut y participer d'une manière ou d'une autre. Donc ma réponse est, aujourd'hui, je suis satisfait de voir combien dans chaque territoire. Alors vous me trouverez d'autres qui iront peut-être plus vite que ça, mais ce n'était pas le cas il y a encore peu. Je finirai sur un point. Je trouve que je suis également député, non, je suis député, mais également sur un sujet particulier, puisque je suis député de la circonscription dite de Gardanne. Alors, tous ceux qui sont dans la question du bois savent qu'à Gardanne, il y a un beau projet de conversion d'une centrale thermique charbon en une centrale biomasse qui va consommer 850 000 tonnes de bois, c'est-à-dire à peu près tout ce que l'on est aujourd'hui capable de sortir de la frontière italienne à la frontière espagnole et jusqu'au confins de Lyon. Tout ça sur un seul projet, avec des rendements énergétiques catastrophiques, moins de 40%. Et donc, je reviens à la dimension territoriale. Ce projet, même à Gardanne, j'habite moi-même Gardanne, il n'y a aucune appropriation, aucune. La seule idée, c'est que ça permet de sauver presque une centaine d'emplois. C'est la seule idée qui est fédératrice sur ce projet pharaonique. Ce n'est absolument pas ce que je disais tout à l'heure, sur des projets qui sont beaucoup plus de territoire, où on perçoit, on sait comment redistribuer. Avec une répartition plus homogène ou plus cohérente sur les différents territoires. Tout à fait. Mais les projets qui sont ancrés dans le territoire, les projets où on voit les flux qui sont équilibrés, où on voit les entrées, on voit les sorties, sont mieux acceptés dans les territoires. Dernier point, au sein de l'Institut de l'économie circulaire, nous travaillons avec un cabinet comptable expert et un doctorant sur la question des externalités positives et négatives des modèles de territoire systémiques, des modèles d'économie circulaire. Parce que tout à l'heure, vous avez rappelé, et Jean-Louis Bal et Cyril Le Picard, que je salue, et avec qui nous entretenons des relations étroites depuis 5 ans, l'ont dit, il y a besoin de soutiens nationaux. Mais on a besoin aussi d'une nouvelle ingénierie financière qui intègre les externalités positives et négatives des modèles. Et donc le modèle de Gardanne pharaonique, à volume équivalent par rapport à une dizaine de modèles. Si je divisais par 10 les 850 000 tonnes, si j'avais déjà des modèles de 85 000 tonnes qui ne sont pas modestes, c'est déjà pas mal, on verrait qu'on a beaucoup plus de retours en termes d'externalités positives, moins d'externalités négatives. Et donc, nous devons trouver ces comptabilités nouvelles pour permettre aux élus d'avoir une capacité de décider, de s'engager, de prendre des risques, parce que justement, il n'y aura pas que le coût net, il y aura la compréhension de l'ensemble des transformations que ça apporte dans un territoire, entre la mobilisation des citoyens,
entre des petits producteurs locaux, la redistribution parfois de sous-produits qui sont plus faciles dans des unités, etc. etc. Je ne prendrai pas plus la parole, mais ça, c'est l'enjeu qui est vraiment devant nous, c'est cette ingénierie financière qui puisse dépasser juste une comptabilité actuelle qui est assez brute et aller dans une globalité de l'apport d'une approche systémique et de territoire. Merci, Monsieur Lambert, pour ces propos aussi quasi introductifs, puisque c'est une vision assez globale. Mais je vais vous proposer de rentrer un peu plus à travers l'illustration de certains territoires. Et pour commencer, celui de Grenoble. On aura l'occasion d'en voir d'autres dans la journée, avec la présence de Monsieur Fristo, qui est particulièrement légitime. Déjà, ne serait-ce que dans votre titre, hein, je le citais tout à l'heure, Monsieur Fristo, vous êtes adjoint à l'urbanisme, au logement, à l'habitat, à la transition énergétique. Donc vous avez, vous aussi, une approche très globale. Votre présence est d'autant plus légitime que vous êtes déjà très avancé sur un certain nombre de sujets. Et vous allez pouvoir, non pas par le menu, mais en quelques mots, comme vous le savez, puisque vous êtes nombreux autour de cette table ronde à vous partager la parole, sans compter celle des questions qui seront proposées au public ultérieurement. Merci de nous faire un petit état des lieux de ce que vous faites aujourd'hui à Grenoble. Merci, bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'intervenir ici auprès des professionnels des bioénergies pour évoquer donc la situation à Grenoble dans l'agglomération concernant les questions énergétiques et notamment la question de la bioénergie, comment on déploie sur le territoire massivement les bioénergies. D'abord, je suis, on l'a dit, adjoint au maire de Grenoble dans une équipe municipale un peu atypique, écologiste, citoyenne, qui sommes vraiment motivés par la transition, la ville en transition, l'agglomération en transition, sur tous les plans, énergétique, économique, démocratique, économique, les circuits courts. Ça, c'est vraiment quelque chose de motivant. On a une monnaie locale qui sort là, pour vous illustrer un petit peu les différentes dynamiques à l'œuvre. Et donc l'idée, c'est bien de travailler ensemble, de trouver des convergences, des acteurs, des partenariats et réussir donc une ville plus résiliente, un urbanisme plus partagé, une sobriété énergétique. Tout ça, ça demande des débats, c'est long, mais on a 3 ans de mandat aujourd'hui. Et je vais évoquer quelques sujets où on va voir ça avance plutôt bien. La ville de Grenoble, elle est aussi actionnaire de 2 opérateurs énergétiques locaux. C'est important. La compagnie du chauffage urbain, c'est une SEM. C'est le 2e réseau de chaleur de France, derrière Paris. Et donc, c'est une implication territoriale historique, plus de 50 ans. Et on voit là, on parlait de l'état d'aujourd'hui avec le doublement nécessaire et de l'histoire. Les réseaux, c'est des investissements sur le long terme. C'est stratégique, les réseaux, et les collectivités. La métropole est compétente en matière c'est l'autorité concédante en matière de réseaux énergétiques. On est vraiment extrêmement sensible à la question du déploiement des réseaux, de l'interface entre les réseaux, la cogénération, passer à l'électricité. Inversement, quand il y aura, on n'y est pas encore, mais on espère très vite, un excédent électrique qu'il faudra convertir en gaz avec le power to gas. Bref, on voit l'importance des transitions entre réseaux. Ville actionnaire de Gaz Électricité de Grenoble, je suis le président de GEG, une nouvelle casquette, où on a un acteur énergétique local piloté par la ville de Grenoble, actionnaire majoritaire, et qui déploie, donc qui exploite, qui distribue l'énergie avec un gestionnaire de réseau de distribution sur la commune de Grenoble, l'électricité, le gaz, mais qui a aussi une vocation de producteur énergétique local, avec des schémas de développement d'énergie renouvelable. Historiquement, c'est l'hydraulique à Grenoble, mais aussi de l'éolien, avec des prises de participation dans des parcs éoliens, du photovoltaïque. En quelques mois, on a un mégawatt, mais même plus que ça. Donc, un mégawatt, c'est les citoyens qui sont en société coopérative qui déploient le photovoltaïque. Donc, c'est pour vous montrer un petit peu les différentes énergies qui existent dans le territoire. Alors, on m'a dit de ne pas être trop long. Je vais me concentrer sur 2 points. Le schéma directeur énergie de la métropole, dans le cadre de sa compétence, je le disais, en matière de distribution énergétique, la métropole a décidé d'étudier de façon extrêmement précise la demande énergétique, toutes les énergies, et d'adopter une stratégie qui va être votée en prochain conseil d'agglomération avant la fin de l'année.
Et donc, dans ce schéma, on voit très bien l'importance de la sobriété énergétique, apporter les mêmes services en réduisant les gaspillages, en s'organisant mieux. L'efficacité énergétique, donc dans des dispositifs extrêmement performants, et ça, on a plein de progrès à faire. Et enfin, la production d'énergie renouvelable, grâce notamment au bois. Je vais y revenir. Et donc, on voit là l'importance, en quantifiant, en ayant une stratégie 2030 territoriale, la possibilité d'agir sur les secteurs du bâtiment, de la mobilité, et donc d'avoir une vraie stratégie quantifiée. C'est important pour voir si on remplit bien nos objectifs annuels et si le rythme doit être encore accéléré. Il doit être encore accéléré. Deuxième point. Justement, à ce propos, si vous permettez, par rapport aux objectifs de la transition énergétique, est-ce qu'on peut faire, je ne sais pas, un parallèle avec ce qui se passe sur votre propre territoire? Est-ce que vous êtes proportionnellement plutôt en avance, plutôt dans les temps C'est difficile de s'auto-évaluer. Je pense qu'on est dans les agglomérations quand on regarde les différentes situations, puisque on travaille évidemment très certainement, en réseau. Cette amorce qui est une vue l'intérêt plus globale. de votre témoignage, oui. De dire qu'on est quand même dans les agglomérations qui sont les plus motrices en termes de financement, par exemple, à la réhabilitation thermique des bâtiments. C'est un bon, à mon avis, un bon élément d'évaluation, mais aussi en matière d'investissement dans le réseau de chaleur. Par exemple, le taux d'énergie renouvelable dans le réseau de chaleur, deuxième de France, je disais, on est à près de 2/3 d'énergie renouvelable. Si j'ajoute les ordures ménagères, on peut toujours débattre du caractère renouvelable des ordures ménagères, il y a un peu plus d'un quart aujourd'hui de bois dans le réseau de chaleur à Grenoble. Et la métropole est maître d'ouvrage d'une nouvelle unité qui s'appelle Biomax et qui va faire en cogénération de l'électricité quand on en a le plus besoin en hiver, du chauffage sur le réseau de chaleur et porter donc aujourd'hui la quantité de plaquettes forestières de un peu moins de 100 000 tonnes an à 170 000 tonnes an. Et ceci doit être fait donc de façon énergétiquement performante. Je parlais de cogénération, de réseau de chaleur qui est très performant, mais aussi dans un périmètre d'approvisionnement délimité, avec du bois légal, et donc en créant aussi une plateforme d'approvisionnement, donc toute la filière en fait qui permet l'approvisionnement, le stockage intermédiaire, l'intégration complète de cette filière. Cette filière, là je parle de la filière énergie, mais d'ailleurs avec ma casquette en urbanisme, on développe aussi la filière bois en matériaux de construction. Ouais. Et on a la chance d'avoir un label Bois des Alpes. Et donc, on réussit. Là, on a un projet d'immeuble en rez-de-chaussée plus 8 étages sur la ZAC Flaubert à Grenoble. Et puis à Divebois, donc l'association qui fait la promotion des immeubles à vivre en bois, est aussi extrêmement motrice à Grenoble. Et donc, on voit qu'on a une complémentarité extrêmement intéressante sur l'économie circulaire, l'économie locale. Et donc, on essaye de pousser un maximum ces différentes dimensions qui sont positives, rassembleuses et donc très intéressantes pour les élus locaux. Merci Monsieur Fristo. J'espère qu'il y aura quelques questions de la salle à votre attention pour aller un petit peu plus loin. Monsieur Collet, nous venons de parler de bois. Je vais revenir vers vous dans un instant pour rappeler justement la place évidemment de cette énergie, la place importante, prioritaire et surtout en matière de potentiel. Mais je vais interroger Monsieur Dufesse dans la foulée de ses premières interventions. Pour peut-être témoigner plus largement aussi de ce qui se passe dans certaines collectivités. Je vous laisse au passage rappeler très rapidement la vocation de l'association Amorce. Puis vous me direz aussi peut-être, si vous partagez le sentiment de M. Lambert, que les sensibilités, les différences entre les sensibilités entre les territoires ont tendance à se lisser un peu. Est-ce que vous partagez ce sentiment? C'est la question qui me vient à l'esprit en entendant ce témoignage de M. Lambert. Très bien. En tout cas, au nom d'Amorce, je remercie effectivement le syndicat des énergies renouvelables de nous avoir invités à cette table ronde. Pour rebondir effectivement sur les deux interventions précédentes, est-ce qu'il y a une harmonisation entre les différents territoires? Certainement plus sur la biomasse que sur les autres énergies, parce que même si les ressources ne sont pas uniformes sur tout le territoire, l'utilisation est quand même applicable presque partout. Et ensuite, pour rebondir sur Grenoble, est-ce que c'est une collectivité qui est en avance? Je ne sais pas par rapport à ses propres objectifs, mais en tout cas par rapport à notre réseau d'adhérents, qui est composé de 550 collectivités territoriales. Oui, c'est sûr que Grenoble, la métropole, fait partie des adhérents proactifs, en avance, pionniers, qui ont une vision systémique de la transition énergétique. Ça veut dire qu'ils regardent les consommations, la production multi-énergie, la coordination des réseaux. Donc effectivement, ça, c'est intéressant. Pour revenir ensuite, effectivement, plutôt sur le titre de la table ronde,
place et rôle dans la vie quotidienne des bioénergies du point de vue des collectivités. En fait, les collectivités, leur vie quotidienne, c'est quoi en matière de transition énergétique? C'est planifier, c'est consommer, c'est distribuer, c'est produire. Planifier, on voit bien qu'au niveau national, effectivement, le bois énergie et les biomasses en général est le numéro 1 des énergies renouvelables aujourd'hui. Le restera demain si on suit les trajectoires qui sont fixées. Sans surprise, c'est ce qu'on retrouve au niveau des documents de planification régionaux, avec des sensibilités selon les territoires, bien sûr, mais on retrouve effectivement cette place prépondérante de la biomasse dans les documents régionaux. Au niveau local, c'est vrai aussi, les intercommunalités qui sont en charge de mettre des plans climat, quand elles regardent ce qui permet d'atteindre leur objectif de production d'énergie renouvelable, elles ne le feraient pas sans le bois énergie. On a parlé du poids conséquent de la biomasse dans les territoires ruraux. C'est vrai sur la partie création d'emplois, maintien de l'emploi, c'est évident. D'un point de vue purement production d'énergie, les territoires urbains aussi, les bioénergies, c'est conséquent. Aller atteindre 33% d'énergie renouvelable en milieu urbain sans la biomasse, bon courage. Donc effectivement, c'est bien sur l'ensemble des territoires. Donc premier métier, planification, les bioénergies sont à peu près partout. Si on regarde la deuxième partie, consommation. La consommation des collectivités sur leur propre patrimoine, lors de travaux de rénovation des bâtiments, il y a bien sûr un passage du fossile vers la biomasse qui se fait de manière assez fréquente. Et lorsque la collectivité agit au nom du territoire, au-delà de son propre patrimoine, on voit bien que dans l'accompagnement des ménages et dans la rénovation de leur logement, là aussi, la biomasse a toute sa place à prendre en termes de conversion de mode de chauffage. On s'aperçoit que pour ces bâtiments publics ou ces logements, finalement, l'utilisation de la biomasse, elle est encore plus efficace lorsqu'elle est véhiculée par des réseaux de chaleur. Parce qu'on va réussir à mutualiser des investissements conséquents. Et donc là, j'arrive sur le troisième grand métier des collectivités, qui est la distribution. Et effectivement, les réseaux de chaleur qui utilisent la biomasse ont fortement augmenté en volume, en kilomètres et en énergie livrée ces dernières années, notamment sous l'impulsion du Fonds Chaleur. Et donc là, on voit bien que les enjeux, ils sont de deux ordres. Parce que la vie quotidienne des Français, ça reste la compétitivité. Et donc là, il faut que cette chaleur issue de la biomasse, elle arrive en pied d'immeuble et qu'en coût global pour l'usager, ce soit compétitif par rapport au mode de chauffage actuel. Et les modes de chauffage de référence, aujourd'hui, c'est plutôt le gaz en milieu urbain dense. Et on voit qu'aujourd'hui, avec le prix du gaz, effectivement, on a besoin de ce taux de TVA réduit sur la fourniture de chaleur renouvelable pour rester compétitif. Donc plus que jamais, on a besoin du fonds chaleur pour impulser de nouveaux projets de densification, de création. Et on est ravi de l'augmentation, même si on reste à voir quel niveau on va avoir et quelle modalité. Et puis, effectivement, bien garder à l'esprit que ça doit rester compétitif pour l'usager. Et donc, effectivement, qu'il faut regarder avec la baisse du prix des fossiles à ce que ça reste bien. On imagine qu'il y a aussi une notion de taille critique quand on parle d'investissement dans les réseaux de chaleur. Je suppose que toutes les conurbations ne sont pas forcément éligibles. J'imagine que ça dépend aussi de conditions géographiques favorables aussi, je suppose, par rapport à la densité de l'habitat, etc. Absolument. Alors, ce qu'on a regardé, nous, dans notre enquête sur les réseaux de chaleur au bois, qui est téléchargeable sur notre site internet, référence RCT 42, c'est bien de voir en fait qu'il y a, on va dire, deux grandes typologies de réseaux de chaleur. Il y a celle pour les centres-bourgs, pour les petits villages, qui a un intérêt économique parce qu'on vient se substituer à du fioul le plus souvent. On est généralement dans des communes de moins de 5000 habitants avec des chaufferies biomasse de moins de 1 MW. Et avec des aides qui sont surtout apportées par les régions, par les départements. Et donc là, le bois énergie a une pertinence économique. Ensuite, sur les plus grosses villes, donc plus de 5000 habitants, on est face au gaz. Et là, effectivement, la taille critique, c'est de se retrouver avec des chaufferies biomasse plus importantes, 1 MW et plus. Donc, il y a une compétitivité sur tous les segments. Il faut juste veiller effectivement à trouver les bons financements et être carré par rapport à ça. Merci Monsieur Dufesse. Monsieur Collet, comme promis, évidemment, je vais vous proposer de nous parler de la place du bois. On parlait tout à l'heure du bilan par rapport à 2015. Beaucoup de choses ont évolué. On sait pour ce qui concerne le bois et donc par conséquence pour la forêt que la Côte d'Amour a parfois varié dans le temps, a fait l'objet d'un certain nombre de malentendus parfois en termes d'image par rapport aux conséquences.
Je vous laisse nous faire le point très rapidement là aussi, puisque comme promis, il faudra nous tourner vers la salle à un moment. Donc je voudrais partager le temps qui nous reste avec nos deux autres invités. Peut-être pour nous faire donc un point d'étape là aussi, si vous le voulez bien. Écoutez, je pense que beaucoup de choses ont été dites, hein, et notamment dans l'intervention du président Le Picard tout à l'heure. Bon, on peut rappeler, pour faire un petit exercice de calcul mental le matin, c'est toujours bon, hein, 60% de l'équation énergétique est biomasse. La moitié de ces 60% sont forestiers. 25% de la forêt française est publique et produit 40% du bois. Bon, bah vous pouvez faire le calcul, vous regarderez quelle part, tout ça peut Dans le faire. camembert, quoi. Voilà. C'est évidemment majeur, puisque la forêt, c'est la centrale solaire la plus économique, celle qui en plus stocke son énergie. Donc on fait du power to bois tous les jours, et en plus sans bouger le petit doigt, dès lors que la forêt est en place et correctement gérée. Je reviendrai tout à l'heure. Pour moi, vous l'avez dit, il y a un certain nombre de malentendus qui peuvent circuler sur la ressource bois, sur son utilisation, sur sa durabilité, etc. Tout simplement parce que chacun a une image de la forêt en tête. C'est la sienne. C'est celle qu'il voit, c'est celle qu'il rêve, c'est celle qu'il pense. Et les énergies renouvelables, notamment celles à base de bois, provoquent une irruption du consommateur, du monde du consommateur, dans le monde du citoyen et réciproquement. Avec les modèles centralisés que citait François-Michel Lambert tout à l'heure, c'était simple. Il n'y en avait pas beaucoup, c'était très loin, ça ne me regardait pas et j'avais de l'énergie pas chère. Si j'étais prêt, le risque était énorme, mais d'occurrence très faible. Donc avec des bons taux d'actualisation, on pouvait m'indemniser facilement. Avec la forêt, c'est différent. Il y en a partout, chacun la voit. Et si on en a besoin pour se servir du bois, il faut accepter de voir l'effet de sa consommation sur son paysage de citoyen. C'est toute l'acceptabilité qui a été également citée tout à l'heure au niveau d'une ville comme Grenoble. Alors j'en rajouterai un petit peu comme élu rural. Il se trouve qu'il y a peu de réseaux de chaleur dans les forêts françaises. Il se trouve que les réseaux de chaleur sont pertinents dans les zones densément peuplées. Et il se trouve qu'une part de la biomasse disponible pour les chauffer, ces braves gens, n'est pas chez eux, mais qui viennent se promener chez nous et qui font des commentaires toujours très pertinents sur la manière dont on les approvisionne. C'est un bel exemple de solidarité territoriale. C'est du quotidien. Il faut expliquer à des gens qui sont des consommateurs qu'ils sont également responsables et que notre modèle français de gestion de la forêt n'a rien à voir avec les images internationales qu'on peut porter parfois. Je signale que les images googlisées de la planète avec les zones déforestées indiquent très précisément toutes les coupes prévues en forêt publique, qui est durable depuis bien avant Colbert. Et donc cet élément d'information mal compris n'est pas pertinent. Il n'y a pas de déforestation en France, en Europe, très très peu, sauf pour des raisons d'urbanisme. Donc il faut répéter cela. La ressource est bien durable. L'évolution des techniques, par exemple, qui peut être sujette à interprétation avec la mécanisation, etc. Oui, mais si nos braves concitoyens préfèrent voir des gens se rompre le dos dans des travaux d'un risque et d'une pénibilité terrible, je les engage à y aller, à essayer. La mécanisation n'est pas forcément quelque chose de terrible et d'agressif, c'est aussi un soulagement de la peine des hommes. Et vous savez qu'il faut toujours compter les prix, les délais. Quand on cesse de compter, c'est la peine des hommes qu'on oublie. Hein, c'est une citation que j'aime beaucoup. Donc, pour moi, ce qui est très important, et on le voit avec le plan national forêt-bois et sa déclinaison régionale, déjà au niveau régional, la loi a prévu une appropriation des stratégies de gestion. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Ouais. Les forestiers ont des petits efforts à faire aussi, parce que le paysage, ça existe. Il n'y a pas que la durabilité de la forêt à très long terme. Et puis je terminerai par une chose très très importante. C'est que la forêt est très bonne fille. Elle rend les investissements au centuple. C'est l'inverse de l'immobilier ou de l'industrie. Quand vous investissez dans l'immobilier ou l'industrie, vous mettez beaucoup d'argent à un moment donné, dans un temps très court. Et vous espérez un amortissement très long en grappillant des loyers pour rentrer dans votre investissement. En forêt, on investit relativement peu pendant quelques années au début, et il faut ensuite beaucoup de patience pour récolter un capital. C'est exactement l'inverse. Et il faut que nos modèles économiques de l'industrie,
de l'urbanisme, de la construction et de la forêt viennent arriver à se croiser. Donc, quand vous dépensez 1 milliard d'euros pour des investissements industriels, biomasse, réseau de chaleur, réservez-en 1% pour la forêt. Elle produira nécessairement. Et dernier point, petit clin d'œil, si vous me permettez, à mon ami François-Michel Lambert à propos de Gardanne, qui devient un symbole. Je préfère Gardanne au bois que Gardanne au charbon. D'accord ? Je préfère Gardanne au bois de deuxième intention ou au bois recyclé qu'en bois de première intention. Je préfère encore Gardanne avec du bois recyclé de produits du bois d'une sylviculture dynamique dans la région de Gardanne. Donc prenons-le comme un début et sûrement pas comme un achèvement. Sûrement pas comme un achèvement, mais on a eu l'occasion d'en parler. C'est juste pour rappeler que tous les carbones ne se valent pas. Merci, Monsieur Collet. Je note au passage que vous nous avez suggéré un futur chantier qui est la composante pédagogique dans tout ce qui se fait, tout ce qui évolue actuellement. Toutes les choses qui sont visibles, comme vous l'avez dit, comme l'exploitation de la forêt qui prête à interprétation, cette pédagogie me semble essentielle pour un certain nombre de bioénergies et ça va être d'une plus en plus grande acuité, me semble-t-il. Pour terminer ce tour d'horizon, je vais proposer successivement à M. Depertuis et M. Roger de nous faire part de leur propre vision des choses, toujours dans le cadre du même exercice, c'est-à-dire un petit peu un état des lieux, un point d'étape et comment vous voyez le... Pardon ? On est trois. Ah, pardonnez-moi, excusez-moi. Allez-y. Oui, tout à fait, mais le temps passe vite, pardonnez-moi, allez-y. Allez-y, non ? Comme vous voulez. Bien, donc moi je suis Pascal Roger, je suis président de la FEDEN. Monsieur Barter également qui s'exprimera bien sûr. Juste un mot rapide pour vous positionner. Donc la FEDEN, c'est la Fédération des entreprises de services énergétiques. En fait, la particularité de l'approche de nos entreprises, c'est qu'en fait nous mettons en œuvre des solutions énergétiques par typologie de métier. Donc nous faisons des investissements, nous montons des projets et sous différentes formes. Et concernant la chaleur renouvelable, les principales formes sont les réseaux de chaleur, la valorisation énergétique des déchets, les centrales d'utilité de type biomasse ou biogaz, etc., qui viennent contribuer quelque part à cet objectif. Et finalement, nous avons un éclairage un peu particulier, c'est que finalement au quotidien, nous avons une conscience assez précise des conditions de viabilité économique qui permettent en fait de développer ce type de projet, ce qui nous donne cette sensibilité par rapport au sujet. Alors quand on parle de chaleur renouvelable, en fait, d'abord il y a une chose qui est très intéressante parce que ce n'est pas toujours le cas dans les choix politiques qui sont menés. En fait, quand on écoute les uns et les autres, d'abord il y a un gigantesque consensus, à la fois sur l'état des lieux. Donc l'état des lieux, c'est quoi ? C'est la chaleur en France, représente un peu moins de la moitié de nos consommations énergétiques, versus un peu moins d'un tiers pour les carburants et versus un peu moins de 25% pour les usages spécifiques de l'électricité. La chaleur est une énergie locale, c'est une énergie qui ne se transporte pas, et c'est une énergie qui aujourd'hui est encore fortement carbonée. Donc et globalement, cet état des lieux est partagé. En ce qui concerne les objectifs, et je crois que M. Buffard les a très bien rappelés, en fait, les objectifs, ils sont aussi partagés. Et ces objectifs, ils sont les suivants. Je vais juste citer un chiffre. En fait, dans le cadre de la PPE, il y a un objectif de développement des énergies renouvelables de 8 millions de tonnes équivalent pétrole. Sur ces 8 millions de tonnes équivalent pétrole, il y a 5 millions qui sont liés à la chaleur renouvelable, 2 millions à l'électricité renouvelable, 1 million au carburant renouvelable. Donc on voit bien que, à la fois dans la place dans le paysage et à la fois dans les objectifs, en fait, eh bien, cette question de la chaleur renouvelable, elle est prédominante. Là aussi, il y a encore un consensus, c'est quels sont les moyens en fait, pour atteindre cet objectif. Donc l'exercice qui avait été fait au moment de l'élaboration de la PPE sous la houlette de la DGEC est un exercice tout à fait sérieux dans lequel on avait mis en face des objectifs. On avait aussi essayé de comprendre si la ressource était là pour atteindre les objectifs. Et pareil, tous les gens qui ont contribué à ces exercices, finalement, avec peut-être quelques interprétations à la marge, mais sur le fond, on est à peu près tous d'accord sur le fait qu'il y a la ressource par rapport aux objectifs. Ces objectifs ne sont pas uniquement de communication, ce sont des objectifs atteignables. Sur la façon de les atteindre, nous sommes aussi à peu près tous d'accord. On voit qu'il y a la prédominance en fait dans ces sujets, c'est clairement le bois, c'est la biomasse. Et dans ce bois, il y a le bois forêt, le bois énergie sorti de la forêt, qui pèse pour plus de la moitié en fait de ces développements. Et donc il y a depuis plusieurs années la création d'une filière bois auquel un certain nombre d'entre nous ici participons, parce que le bois énergie n'est pas le produit principal de la forêt, c'est un sous-produit de la forêt. Donc ça doit s'intégrer dans une démarche globale qui va se développer
de façon progressive et dans la durée. Avec une structuration, on l'a dit, un développement qui est considérablement ralenti, faut-il le rappeler, par le maintien de prix bas dans l'énergie fossile, ce qui complique quand même Alors l'exercice. je vais venir sur ce dernier point, qui est un élément de diagnostic aussi sur l'état d'avancement. Donc sur les moyens, on voit aussi que les réseaux de chaleur, en fait, on attend des réseaux de chaleur énormément de choses. On multiplie par 5 la chaleur transportée ou délivrée par les réseaux de chaleur, dont une grande partie, bien entendu, viendra de la biomasse et de la valorisation énergétique des déchets. Enfin, la plus grande partie viendra de la biomasse. Donc en fait, on est à peu près d'accord sur l'ensemble des dispositifs. Et finalement, la question, c'est de dire, mais finalement, qu'est-ce qui manque ? Et en fait, ce qui manque, c'est l'allocation des moyens. Et là, nous sommes, comment dire, dans une posture qui est un peu à la fois interrogative et en même temps d'impatience. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous pensons qu'il y a quand même matière à avoir une meilleure allocation des ressources en fonction des priorités. Quand les priorités sont là, en volume, eh bien, il faut donner les ressources. Il faut donner les ressources pour créer cette filière bois. Il faut donner les ressources au fonds chaleur. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui est un point, à mon avis, de malentendu, c'est que ces ressources, on en a besoin tout de suite. Pas dans 3 ans, pas dans 5 ans. Le moment dans lequel, aujourd'hui, nous sommes, c'est un moment dans lequel nous souffrons d'un déficit de compétitivité par rapport aux énergies fossiles. C'est maintenant. Dans 3-4 ans, la trajectoire qui est annoncée sur l'évolution de la contribution climat-énergie, nous l'espérons, aura comblé, plus l'évolution du prix des énergies fossiles, aura comblé ce déficit de compétitivité. Donc le sujet, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, alors nous sommes à peu près convaincus de cela parce que nous vivons en fait ces projets, nous montons ces projets et on voit bien que ça ne se monte pas au rythme auquel nous souhaiterions le faire pour pouvoir atteindre les objectifs. Donc aujourd'hui, par exemple, sur les réseaux de chaleur, on est sur une tendance qui nous met sur le scénario bas. Le scénario bas, c'est un scénario dégradé. Ce n'est pas celui qui nous amène aux 38%, hein, c'est celui qui nous amène plutôt un peu en dessous de 30%. Et en plus, nous pensons que les réseaux qui aujourd'hui produisent, ce sont des réseaux qui ont été montés en 2012-2013. C'est-à-dire avant, en fait, le choc du prix des énergies fossiles. Et donc, parce que monter un projet de réseau, monter un projet de centrale d'utilité, ça prend pas un an, ça prend 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et donc, on travaille avec un effet retard. Et ça, c'est toute la difficulté de ce schéma, qui est un schéma dans lequel les aides sont des aides budgétaires, donc qui ne sont pas, entre guillemets, fléchées. C'est qu'aujourd'hui, en fait, il faut s'intégrer dans un schéma de continuum. Et donc, ma dernière phrase, c'est qu'aujourd'hui, en plus, en dehors du fait que nous pensons que les recettes immédiates, les moyens alloués immédiatement ne sont pas à la hauteur, alors que, très sincèrement, nous pensons quand même qu'il y a ce qu'il faut. Quand on regarde l'ensemble des ressources qui sont allouées sur les problématiques d'énergie renouvelable, et il faut les allouer maintenant et dans une perspective qui soit stable. Dernier point, nous sommes aujourd'hui préoccupés parce qu'on a des signaux faibles, enfin des signaux pas faibles d'ailleurs, nous avons des signaux dans lesquels en fait même les dispositifs d'aide que nous considérons comme aujourd'hui insuffisants sont aujourd'hui remis en cause dans leur modalité d'exécution, et c'est vrai que c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup. Qui peut vous inquiéter. Merci pour cette intervention. Monsieur Barter, autre préoccupation aussi dans le rôle des bioénergies au quotidien, c'est aussi ce qui peut concerner la pollution atmosphérique. Et c'est votre domaine d'expertise. Dites-nous en quelques mots également comment elles peuvent contribuer ou quels peuvent être leurs rôles aujourd'hui et demain, bien sûr. Oui, merci beaucoup d'avoir invité le CIDEPA à participer à cette table ronde. Et vous avez parfaitement raison que les bioénergies concernent de plus en plus l'activité, disons, du CIDEPA, puisque nous avons une unité dédiée dans notre petite structure. On est 26 personnes, hein, on est une petite structure, mais on a une unité qui est dédiée, que nous appelons Sol et Forêt, qui est dédiée à ces activités, notamment la biomasse. Alors, pour être rapide et bref, on a beaucoup parlé de combustion du bois. Simplement, ce que je voudrais dire, c'est que c'est parfait, c'est très bien, et ça a été dit de façon positive depuis le début de la réunion, et je crois que c'est remarquable, parce que c'est pas dans tous les colloques qu'on a un message délivré plutôt positif. Je dirais qu'il faut surtout quand même ne pas perdre de vue un point, c'est l'émission des particules dues à la combustion du bois. Alors on appelle ça les particules fines qui sont particulièrement néfastes pour la santé, PM10, PM2,5. On en parle beaucoup à propos du diesel, mais il ne faut pas oublier que la combustion du bois également est génératrice d'émissions de ces particules. C'est
en particulier plus difficile à gérer, d'après ce que nous observons aussi, n'était pas dans les petites installations que dans les grandes, tout simplement parce que les systèmes de dépollution ne sont pas les mêmes. Et ensuite, comme ça a été dit, la biomasse et bioénergie, c'est territorial, c'est local, donc ces installations sont très souvent intégrées dans le tissu urbain ou toutes proches, donc émettent comme les voitures un petit peu sous le nez des gens. Alors, je suis persuadé que c'est bien géré, mais c'est quelque chose qu'il est important de prendre en considération quand on parle notamment de bois et de combustion du bois, pour ne prendre que cet exemple. Voilà, je m'arrêterai là parce qu'on est peut-être un peu en retard. Même. Merci, Monsieur Barter, mais juste une question complémentaire. Si, comme on dit dans l'économie, dans l'industrie, on fait du benchmarking, on regarde un petit peu ce qui se passe à l'extérieur, quels sont on peut imaginer, par exemple, dans les pays scandinaves qui sont gros utilisateurs de bois depuis longtemps pour l'énergie, quelles sont, ça fait partie de leurs préoccupations, hein, j'imagine, voilà, quelles sont les pistes intéressantes pour répondre à cette préoccupation et qu'on puisse anticiper sur ce qui pourrait être un frein supplémentaire. Écoutez, le CITEPA fait maintenant pratiquement 40%, bientôt 50% de son activité à l'étranger, hors de France. Alors, donc on a effectivement une vision assez panoramique des choses et pas seulement limitée à l'Europe, Russie, Chine, etc. Ma réponse serait à votre question, si vous le permettez. Ce que nous observons, c'est que c'est un problème important qui est pris en considération dans l'ensemble des pays. Je pense notamment à la Suisse, parce que là, en plus, il y a le problème des vallées. Des vallées alpines. Hein, où peuvent stagner les particules. C'est un problème qui est pris en considération par nos voisins européens et pas seulement nos voisins européens. Et il faut bien garder présent à l'esprit, je crois que ça a même déjà été dit ce matin, on n'est pas plus stupide en France qu'ailleurs. Et je n'ai pas l'impression qu'on soit en retard dans la démarche réduction des émissions de particules dues à la combustion du bois en France qu'ailleurs. Voilà ce que je voudrais dire. Et je me tourne vers M. Buffard. L'administration française a l'habitude d'échanger sur ces dossiers avec ses homologues européens, ne serait-ce que dans le cadre de l'Union européenne, voire au-delà. Voilà. Merci, M. Barter. M. de Pertuis, je vous voyais opiner du chef pendant certaines affirmations de M. Barter. Vous semblez partager un certain nombre de choses. C'est vous qui avez en quelque sorte le mot de la fin de cette table ronde avant de nous tourner vers le public. Donc il doit être très rapide. Je vais vous proposer surtout de peut-être rebondir sur les messages essentiels que vous avez entendus. Écoutez, très volontiers. J'avais une remarque liminaire à faire. On a beaucoup dit que le bois, c'était aujourd'hui la première énergie renouvelable. Bon, et on nous interroge quelle place dans la vie quotidienne sur les bioénergies. Bon, il faut quand même être conscient que la bioénergie, c'est un peu comme les tramways. On vient d'un système énergétique où on n'avait que de la bioénergie. Je rappelle qu'en 1950, vous avez pratiquement un tiers de la sole céréalière, c'est de l'avoine. C'est le biocarburant de première génération. Donc, en réalité, je crois que le challenge sur les bioénergies, c'est comment faire de la source ancestrale énergétique de tous nos systèmes historiques et depuis très longtemps un élément d'avenir qui va contribuer à chasser les fossiles. Alors, vous avez tous, nombreux d'entre vous avaient parlé du prix des fossiles. Bon. Alors, il se trouve que moi j'ai créé la chaire économie du climat il y a quelques années sur la base de la tarification du CO2. Donc je crois que tant qu'on n'aura pas les bons prix, on aura des problèmes financiers, comme vous le dites, Monsieur Roger. Et l'État n'aura jamais assez de moyens, et les collectivités locales n'auront jamais assez de moyens. Donc, pour moi, le levier le plus essentiel de boost de la bioénergie, c'est évidemment d'accélérer la tarification des externalités environnementales négatives, et même peut-être positives, si on y arrive, sans donner des effets d'aubaine. Car la tarification environnementale positive, c'est un gros inconvénient, c'est que ça risque de donner des effets d'aubaine à des gens qui n'en ont pas besoin. Regardez par exemple les crédits d'impôt auxquels par ailleurs vous êtes souvent attachés. Alors, j'ai entendu des choses extrêmement importantes de nos deux élus. Je ne commenterai que les élus, si vous me pardonnez. Non, j'ai beaucoup aimé aussi ce que dit sur le bois, parce que très souvent, moi j'ai le problème quand je fais des conférences, on me dit, mais attendez, dès que vous mettez du bois dans une chaudière, vous contribuez à la déforestation. Donc, je crois qu'effectivement, il y a un travail d'information assez majeur
sur c'est quoi une ressource en biomasse renouvelée et c'est quoi une ressource en biomasse qui n'est pas renouvelée. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur les réseaux, car je crois qu'on parle beaucoup trop en France, dans les débats énergétiques, du mix primaire, sans évoquer le nucléaire. En réalité, les transitions énergétiques et les développements que vous préconisez, qui sont trop lents, Enfin, vous l'avez dit sans le dire, parce que vous êtes dans des postures les uns les autres, mais la vérité, c'est que c'est beaucoup trop lent. Et pas besoin d'aller regarder très loin chez nos voisins pour voir que c'est plus rapide ailleurs. Bon, donc je crois que la question des réseaux est majeure. La question des réseaux est majeure parce que tout ce qui se passe entre le consommateur final et la source primaire, c'est fondamental. Et on va avoir des réseaux, vous l'avez dit, qui demain vont pouvoir partager des énergies qui aujourd'hui sont dans des silos les uns à côté des autres. Bon, nous, à la chaire économie du climat, on contribue un peu maintenant à ces problématiques. On était parti sur la tarification du carbone, c'était mon métier de base. Hein, bon. Puis au bout d'un moment, quand vous faites du prix du carbone du lundi au vendredi, le samedi, vous avez marre. Hein, bon. Donc maintenant, on travaille beaucoup sur la question des tarifications décentralisées. GRDF et le biogaz. Comment on va faire? C'est bien gentil de dire qu'il faut augmenter l'injection. Mais quel est le tarif de raccordement? Et est-ce qu'on peut maintenir les mêmes tarifs que ceux hérités de notre vieux système centralisé? Non, tout doit changer. J'ai beaucoup aimé, et je terminerai par là, ce qui a été dit par mon ami François-Michel Lambert sur la question de l'information. Je crois qu'aujourd'hui, on a un vrai, et alors, sans rentrer dans le débat sur le truc de Gardanne, je serai assez proche de ce qu'a dit notre ami de l'Office des forêts. Je crois que la question de l'information est majeure, et plus nous travaillons sur ces problématiques-là, à la chaire économique, là, plus nous nous rendons compte qu'il ne suffit pas de mettre les bons prix. Il faut que nous soyons capables de comprendre les réactions des acteurs, les réactions des consommateurs aux signaux qu'on leur envoie. Et par exemple, on a en ce moment 2 thèses sur l'étiquette énergie. Vous savez quoi? L'étiquette énergie dans le bâtiment. Et on s'aperçoit que lorsqu'on fait de l'économie expérimentale, les couleurs qu'on a choisies en toute bonne foi dans les services qui ont conçu ces instruments, ils ne sont pas du tout perçus par les ménages comme on attendait qu'ils fussent perçus. Oui. Donc je crois que la question de l'information renvoie pour nous, autres universitaires, à une question: comment est-ce qu'on peut mieux contribuer à faire comprendre le lien entre les signaux économiques et les comportements des acteurs, des ménages, des entreprises, des collectivités locales, qui souvent ne sont pas ceux qu'on attendait lorsqu'on concevait le mécanisme économique ou financier dans des bureaux, généralement, il faut le reconnaître, assez éloignés du terrain. Merci de votre attention. Merci, monsieur Depertuis. Merci pour cette vision un peu rafraîchissante et c'est votre manière de secouer le cocotier en cette fin de table ronde, de tour de table. Je me tourne vers vous comme prévu, comme promis. Des micros sont à votre disposition, donc n'hésitez pas à lever la main bien haut, parce que nous qui sommes sur scène sommes un peu éblouis par les projecteurs. Donc je vois une main qui se lève là-bas. Si vous voulez bien, on vous apporte le micro tout de suite. Je vous demanderai de bien vouloir respecter la petite règle du jeu suivante, c'est pour bien vous identifier et vous situer. Merci de bien vouloir vous présenter. Oui, bonjour, je suis Jean-Michel Trottignon, la société Uniper qui exploite la centrale de Gardanne. Ah. Donc je crois que je me devais de... Le cas de Gardanne fut-il emblématique? J'espère que nous n'en ferons pas le sujet principal de notre table ronde. Hein. Absolument pas. Le but, pour moi, est d'apporter un complément à ce qui a été dit par les différents intervenants. Donc sur ces 850 000 tonnes de biomasse, effectivement, le projet, c'est que 50% de ces 850 000 tonnes soient des plaquettes issues de déchets, donc plaquettes de recyclage ou bien plaquettes issues de déchets verts, et pas uniquement des plaquettes issues de la forêt. Et ce que je voudrais dire également, c'est que opposer peut-être territoire et autres projets conduit à la situation que nous connaissons aujourd'hui pour Uniper, c'est que notre plan d'approvisionnement validé par l'État impose 55% d'importation sur les 850 000 tonnes. Donc c'est 470 000 tonnes de biomasse qui doivent être importées. C'est validé par l'État, provenant et du Brésil et de l'Espagne. Donc cette opposition conduit non pas à favoriser le territoire, mais au contraire à le desservir, puisque le but est, dans ce projet à terme,
de créer des emplois, bien sûr, environ 500 emplois dans une filière qui doit se développer pour approvisionner la centrale. Et donc, c'est une opposition finalement plus que quelque chose qui va créer de l'emploi. Et puis, dernier point, on a parlé aujourd'hui de bioénergie, d'énergie renouvelable, de biomasse. La biomasse aujourd'hui, c'est une énergie renouvelable, effectivement, qui a la grande qualité par rapport à d'autres d'être en plus programmable, puisqu'on peut l'utiliser au moment où on en a besoin, quand on l'a décidé, sur des pics de consommation tout au long de l'année. Il n'y a pas de saisonnalité, etc. Je pense que nous reviendrons effectivement sur cette caractéristique principale des bioénergies au cours de notre journée, cette possibilité d'effet tampon, capacité tampon dans le mix énergétique, évidemment, s'il était utile de le rappeler. Autre question de la salle, monsieur, on va vous passer le micro dans l'allée centrale, si vous voulez bien approcher un micro, on va vous le passer dans un instant. Il nous reste quelques minutes pour échanger, donc n'hésitez pas à vous manifester par avance, puisqu'il y a un moment où je serai obligé de vous proposer de passer à la séquence suivante. Monsieur, merci de vous présenter également. Bonjour, je suis Gaëtan Raymond du cabinet Indigo. Je profite de la présence du CITEPA, de la DGEC et de la FEDEN pour interpeller la CITEPA sur les ratios d'émissions qui sont utilisés pour les chaufferies collectives biomasse. L'ADEME a fait plusieurs bilans des performances environnementales de ces chaufferies biomasse qu'elle a financées avec le Fonds Chaleur. Et on s'est aperçu que les ratios CITEPA sont surestimés de 50 à 100 fois par rapport aux performances réelles. Et on demande depuis quelque temps une actualisation de ces ratios, puisque du coup, la biomasse est injustement incriminée dans les épisodes de pollution atmosphérique. Et je voulais savoir si quelque chose allait pouvoir être fait, malgré les faibles moyens du CITEPA dans le domaine. Monsieur Barter, question qui s'adresse directement au CITEPA. Bien, écoutez, je vais vous répondre. Oui, c'est en cours de discussion, et j'espère qu'on aboutira à une solution assez rapidement. Donc c'est en cours de discussion, tout à fait. Et c'est normal d'ailleurs que ce qu'on appelle les facteurs d'émission progressent au fil du temps, parce qu'on apprend de plus en plus à mieux les gérer. Donc on va voir ce qu'il sort de cette discussion. Mais monsieur, je vous rassure, c'est en cours. Oui, excusez-moi, je voulais quand même réagir aussi sur ce point, parce que on pouvait comprendre de votre intervention qu'aujourd'hui, finalement, le bois était un matériau polluant. Et je pense quand même qu'il ne faut pas dire ça. Enfin, c'est pas tout à fait exact. Enfin, c'est même pas exact à notre sens. C'est-à-dire des installations qui sont des grosses installations de combustion et qui alimentent les réseaux de chaleur, qui sont dans les villes, etc. On ne va pas les comparer avec la cheminée à foyer ouvert qui est dans la campagne. Donc oui, et donc aujourd'hui, il y a des normes d'émission qui sont extrêmement strictes. D'ailleurs, on est en train de faire une étude, avec vous, avec l'aide du CITEPA, pour essayer justement de donner des valeurs réelles, parce que ça crée une inquiétude dans la population qui est néfaste à un moment où justement, en fait, on voudrait repromouvoir une idée positive. Donc moi, j'ai peut-être mal compris, mais en tout cas, ce que j'ai compris de votre intervention, c'était plutôt négatif, alors que je pense qu'on est plutôt dans une démarche très positive actuellement sur ce sujet-là. Monsieur Barter, étiez-vous à ce point négatif, justement, dans votre analyse ? Je ne pense pas. Enfin, si c'est l'impression que j'ai donnée en m'exprimant, ça veut dire que je me suis mal exprimé. Je ne suis pas du tout négatif à ce propos. C'est simplement... Vous parliez de vigilance, en tout cas. Oui, c'est simplement une vigilance. Bon. Et puis, ce n'est pas le seul exemple qu'on a. Écoutez, maintenant, le diesel est à la poubelle. N'empêche que le diesel consomme moins d'énergie fossile que tout autre moteur thermique, notamment le moteur à essence, du fait de son haut rendement. Et on l'oublie complètement maintenant. Et c'est pourtant ce qui avait servi à le développer de façon privilégiée dans ce pays, France. Alors, voilà, c'est tout. Il faut garder présent à l'esprit. Et c'est bien normal que dans une activité un peu, entre guillemets, nouvelle, comme l'utilisation de la biomasse et la combustion du bois, qu'on se pose des petites questions. Mais je ne voudrais pas, et je ne suis pas du tout négatif. D'ailleurs, ce n'est pas le rôle du CITEPA d'être négatif ou positif. Bien, mais nous l'avons bien compris. Voilà, merci, je monsieur m'en excuse. Barter. Mais effectivement, c'est dans le même registre que la perception de la forêt, par exemple, qui peut être perturbée par un certain nombre d'informations plus ou moins contradictoires et qui gênent le message principal, en fait, quelque part. On sent bien qu'il y a quelques ressemblances ou quelques similarités. Cyril Le Picard, qui nous fait signe au premier rang. Merci de bien vouloir prendre un micro dans un instant, après que madame se soit exprimée, si vous le voulez bien, puisque vous avez déjà le micro, madame.
Et on va amener un micro au premier rang pendant ce temps. Merci. Sylvie Coine, France-Sylvain, c'est la forêt privée. Merci, Monsieur Collet, de ce que vous avez, de vos propos sur lesquels nous vous rejoignons parfaitement. Forêt privée, c'est donc 75% de la forêt. Et là, il n'y a pas de concours, mais enfin, je voulais le dire. Monsieur Lambert, je vous suis parfaitement dans votre raisonnement sur l'importance des territoires et de... Pardonnez-moi, madame, je vais vous demander de parler un tout petit peu plus près du micro parce que nous avons l'importance des territoires, je vous suis parfaitement. Merci. Mais je voudrais rappeler quand même que la forêt privée, les forestiers, les propriétaires sont des acteurs de territoire et que pour eux, fournir ce qu'on appelle de la biomasse, enfin du bois, c'est une occasion rêvée d'avoir un débouché. Et faire de la sylviculture, ça veut dire récolter aussi, comme en agriculture. Si on ne récolte pas, on ne fait pas de sylviculture. Donc, c'est très important d'avoir des débouchés. Et je pense que dans les débouchés, il faut des champions, il faut des moyens, il faut des petits. Pour structurer une filière, il faut tout, il faut de tout. Et ce qui est dommage dans l'opération dont vous avez parlé, c'est qu'il y avait un bel élan qui a été totalement stoppé et qu'on est particulièrement inquiet de voir que ce marché est parti à l'étranger. Et je pense que les Espagnols ne vont pas lâcher ce marché aussi facilement le jour où le gouvernement français va se rendre compte qu'il faut rapatrier ce marché. Voilà, donc c'est un peu polémique, mais je voulais vous dire que nous, forestiers privés, c'est très important pour nous pour faire de la sylviculture. Merci, je vais répondre, si vous permettez, je vous en prie. parce que là, il commence à être dit des choses qui sont fausses. S'il y a 55% d'importation, c'est parce que E.ON n'a pas réussi à faire son plan de biomasse en temps et en heure, et donc on lui a dérogé à faire de l'importation, et non une exigence du gouvernement. C'est plutôt l'inverse, c'est que le gouvernement précédent a été obligé de créer une dérogation sur l'importation. Ensuite, si je suis votre raisonnement, il suffit de faire 7 projets en France identiques à Gardanne, et l'entièreté des filières de sylviculture, et je sais très bien et je respecte, et vous savez que je suis même ami avec votre correspondant régional, le travail que vous faites. Pourquoi on ne fait pas 5 ou 6 modèles identiques à 850 000 ou 1 million de tonnes de bois répartis en France, et on aura tout réglé, puisque c'est ce que vous dites, c'est votre seule capacité à avoir une pompe aspirante. Donc moi, ce que j'ai dit, et je vous invite à relire le rapport de juin 2013, qui n'avance pas assez vite, c'est que nous n'avons jamais travaillé en France, ça a été dit par le président Le Picard notamment tout à l'heure, et je crois que vous l'avez rappelé, Monsieur Buffard, c'est que nous n'avons pas de capacité à déterminer les potentiels biomasse, et notamment la biomasse bois, dans nos territoires, et derrière, de lancer des appels à projets adaptés. Aujourd'hui, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a lancé un appel à projet, celui-ci, et derrière, on regarde si on a la capacité. On n'a pas la capacité, donc on fait une dérogation, donc on fait de l'importation, et vous venez de dire que l'inverse. Donc, mettons chaque chose à l'endroit. Depuis la nuit des temps, sauf depuis peu, nous regardions nos capacités et nous faisions les projets en fonction de nos capacités. C'est comme ça que l'homme a avancé dans l'humanité. Nous avons fait l'inverse pour ce qui est de Gardanne. Si je suis votre raisonnement, j'en conclus qu'il faut 6 autres projets identiques en France et on aura réglé la capacité à sortir du bois. J'en finis par un point, 40% de rendement énergétique et 100 millions d'euros, peut-être un peu moins, 75 millions d'euros d'aide publique par an. Tu vois, tu voulais 10 millions, moi j'en ai 75 sur un seul projet. 75 millions d'euros d'aide publique par an pendant 20 ans. Et qu'est-ce qui se passe la 21e année, puisqu'il n'y aura plus d'aide publique a priori. Mais on ne va pas débattre ce soir de ce projet. C'est juste attention à bien, et Christian l'a dit, à bien regarder l'entièreté des enjeux du territoire. Cyril Le Picard, justement. Et ce qui prouve bien d'ailleurs qu'il faut travailler par bassin forestier, n'est-ce pas ? Moi, je voulais donner un petit peu d'optimisme à tout ça sur l'acceptabilité sociétale. Et donc l'information, puisque c'est un mot qui a été prononcé à plusieurs reprises pendant votre débat. Alors, la filière forestière, du producteur de graines, d'arbres, jusqu'au fabricant de meubles, est très très consciente des efforts qu'il doit faire pour que le grand public puisse savoir que du bois, on en met partout. On peut en mettre partout. D'où la création d'une très grosse opération de communication qui a été lancée il y a 15 jours au sein de la filière France Bois Forêt, c'est-à-dire toute l'interprofession forestière,
une campagne de communication qui a deux objectifs. Qui a un seul objectif, c'est de faire consommer du bois. Mais le premier objectif, c'est que les prescripteurs sachent que le bois, on en met partout, y compris dans les immeubles de moyenne et grande hauteur. Pourquoi? Parce que ça fait déjà sortir le bois de la forêt et ça fait de la sylviculture pour les propriétaires forestiers publics ou privés. Et ça permet aussi de produire du bois énergie, puisque dans un arbre, il y a plusieurs utilisations. Le deuxième cible que nous avons choisi, c'est le grand public. Alors s'attaquer au grand public, il faut beaucoup de temps. Et cette communication va durer 3 ans. Elle démarre la semaine prochaine, le lundi 2 octobre. Vous entendrez sur toutes les chaînes de radio des slogans. Pour moi, c'est le bois. Pour moi, c'est le bois. Et vous verrez que cette campagne de communication va durer par petites périodes pendant 3 ans. Alors pourquoi nous faisons ça? Parce que justement, il faut comprendre que le bois, que l'arbre, il ne monte pas dans le ciel. À un moment donné, il est mature. Et à un moment donné, il faut s'en servir pour l'industrie forestière, l'industrie de transformation du bois qui représente 400 000 emplois en France, c'est-à-dire 2 fois plus que les emplois dans l'industrie nucléaire. Donc, simplement pour vous dire que l'interprofession s'occupe de cette problème d'information et nous avons investi 10 millions d'euros dans ce sujet, ce qui est très lourd pour l'interprofession, mais c'est une volonté politique de toutes les organisations professionnelles qui composent cette interprofession. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc c'est un sujet important qui doit amener de l'optimisme dans l'information vis-à-vis des concitoyens. Merci. Merci pour cette information complémentaire, Cyril Le Picard, effectivement, qui vient en complément de vos échanges, messieurs, que je vais proposer d'applaudir pour votre présence, pour avoir bien voulu venir jusqu'à nous, pour pouvoir échanger sur ces questions.